Bonjour à tous, merci de nous retrouver Bonjour. pour ce premier webinaire qu'on va dédier aujourd'hui à la Smart Automation. Oui. On va parler cas d'usage pour transformer les processus métiers de nos auditeurs. Alors, Yvon, tu es Senior Manager chez Adjuvoo. Oui. Peut-être qu'on va commencer par présenter Adjuvoo. Oui. Alors, Adjuvoo, c'est un cabinet de conseil en performance et en efficacité opérationnelle. Ouais. On a 3 BU. La première, staffing, elle intervient sur des sujets liés au renfort and demand auprès des fonctions de support. On a une seconde BU qui s'appelle transition et outsourcing, au sein de laquelle on va aider nos clients sur des sujets de centre de services partagés, donc CSP. On les aide à les définir et on les opère. Oui. Voilà. Et enfin, la troisième BU dont j'ai la charge, Digital et Consulting, sur laquelle, en fait, on va tout simplement réaliser la promesse d'Adjuvoo, donc l'atteinte de l'efficacité opérationnelle. Pour ça, on a 2 leviers. Le premier, c'est le consulting. C'est donc des gens, des personnes, des hommes et des femmes, qui sont experts en amélioration continue et en processus. Et le second levier, c'est la tech, avec toujours des experts, mais cette fois-ci sur de la techno, donc le RPA et la data. Ok, très clair. Aujourd'hui, on va parler Smart Automation. Alors peut-être qu'on va commencer par définir ce qu'est la Smart Automation. Oui, ça me paraît une bonne chose. Alors, la Smart Automation, on vous met une définition là sur la slide. On peut se représenter le concept en se disant que c'est du RPA, donc l'automatisation robotisée des processus métiers. Donc, ce serait du RPA auquel on viendra ajouter de l'intelligence. Et l'intelligence, forcément, c'est l'IA. Et on va voir un peu plus loin dans cette présentation comment ça se matérialise. Exactement. Puisque l'idée, effectivement, c'est de pouvoir poser les fondamentaux de ce qu'est un projet de Smart Automation pour nos auditeurs. Alors, quand on préparait ce webinaire-là, tu parlais de physionomie d'un projet de Smart Automation qui est tout à fait particulière. Donc, finalement, on a deux axes principaux. Un axe qui va considérer les acteurs que tu mets autour de la table et un axe qui va considérer les phases de ce projet et les délais qui y sont associés. Oui. Sur les acteurs d'un projet d'automatisation, qui est-ce que tu mets autour de la table? Alors, côté client, on va mettre autour de la table un process owner. Donc, c'est la personne qui va être garant du bon fonctionnement du processus. C'est le sachant. On va avoir quelqu'un qui va gérer le projet et on va avoir l'informatique. C'est très important et on va y revenir. Donc ça, c'est notre organisation côté cliente et en plus de ça, j'ajouterai un sponsor. Donc c'est la personne finalement qui va porter le projet et qui va... souvent côté métier, c'est la personne qui en attend les bénéfices de ce projet. Ensuite, côté Adjuvoo, on va mettre une organisation, je vais qualifier un peu en miroir, dans laquelle on va retrouver un business analyst. Donc, c'est une personne qui va en fait réaliser le recueil du besoin. Et à côté, on va avoir un développeur qui va, lui, implémenter le processus tout simplement dans les outils. D'accord. Donc ça, c'est pour l'organisation qu'on va retrouver côté client, côté Adjuvoo. Sur les phases. Sur les phases. Sur les phases, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'un projet Smart Automation, c'est avant tout un projet SI. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de phases, on va retrouver 4 phases. Une phase d'audit, dans laquelle on va regarder le contour. Alors, on va définir le contour du processus à implémenter. Au niveau de cette phase, le cas échéant, on sera parfois même amené à modifier le process avec le client. Donc, avec du lean, on peut être amené à faire ça. Ensuite, seconde phase, on va être sur la phase de conception, dans laquelle on va spécifier ce qu'on attend finalement
processus à implémenter qui sera automatisé. Ensuite, on est sur la troisième phase, qui est une phase de déploiement. Ouais. Au sein de laquelle on va retrouver les tests, évidemment. Et une fois que les tests sont concluants, on va pouvoir sereinement aller vers une mise en production du nouveau process qui est automatisé. Et enfin, quatrième phase, on rentre dans la phase dite de care, c'est la phase de maintenance. Oui. Donc, encore une fois, voilà, quatre phases. Audit, conception, test et déploiement, et enfin, maintenance. OK. Et alors, pour rentrer un petit peu dans le concret, le délai d'implémentation, en moyenne, oui. Faut compter combien de temps? 6 à 8 semaines. D'accord. Pour un process simple. OK. Si les planètes s'alignent. D'accord. Non, okay. 6 à 8 semaines pour un process simple. D'accord. Alors justement, un process simple, dans les pièges à éviter, puisqu'on en parlait effectivement dans la façon dont tu accompagnes nos clients, tu as identifié finalement 3 grands pièges sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Oui. Le premier de ceux-là, c'est le choix du processus. Tout à fait. L'idée avec cette liste, c'est de mettre en évidence des éléments qui vont pièges à éviter. Donc, l'idée, c'est comment on fait pour garantir le succès d'un projet Smart Automation. On a identifié, en tout cas, à minima, 3 aspects sur lesquels il fallait être 3 points de vigilance. Le premier, c'est le choix du processus. Donc, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de choisir un processus qui est le bon candidat à Smart Automation. Ouais. Et le bon candidat à Smart Automation, c'est un processus sur lequel il y a un gain qui peut être réalisé. D'accord. Je dis ça parce que souvent, on s'aperçoit que sur certains projets, malgré le bon dispositif humain, côté client et côté adjuvant, le projet démarre pas bien parce que à la base, le process qui a été choisi n'est pas forcément bon. N'est pas le bon. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à identifier ce point comme étant un point important. Un bon candidat process, c'est un candidat process sur lequel il y a un gain possible qu'on peut matérialiser. C'est un process qui est mature, qui est documenté. Et on l'a dit, même le cas échéant, on peut être amené à modifier ce process, faire du lean, le leanifier si besoin. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est sur le choix de conception. C'est de dire que il faut se méfier de la complexité. Il vaut mieux partir sur un process complexe qu'on va diviser et qu'on va adresser à tout le process. Donc, on va lotir son projet, plutôt que de vouloir tout adresser d'un seul tenant, avec les risques que ça présente. Bien sûr. Ça présente. Et dernier point, c'est les KPI et le monitoring. C'est de dire qu'il ne faut pas oublier de mesurer. Si on a un gain, s'il y a un gain à espérer à la fin, il faut pouvoir le mesurer. Et donc, il faut se doter des bons KPI. Pareil sur l'aspect monitoring, c'est de dire que un processus qui tourne bien, c'est un processus qui est sous contrôle. Et il ne faut pas hésiter à se doter de rapports d'exécution, de mécanismes permettant de suivre son process une fois qu'il est en production. Bien en production. Donc là, on vient de définir les 2 points clés de la mise en place de ce projet-là. Oui. Alors nécessairement, la question qui arrive après, c'est combien ça coûte. Bien sûr. Et dans le coût, en fait, toi, tu identifies, encore une fois, comme pour la physionomie, des étapes clés ou des points clés à avoir en tête pour identifier l'enveloppe générale de coût. Bien sûr. Alors, du coup, le premier des sujets, forcément, c'est le coût de licence. Oui. Ça représente dans le projet un cost, merci, qui est relativement conséquent. On va en parler après avec les outils. Tout à fait. Ouais. Juste sur cet aspect de licence, ce que je peux en dire, c'est que selon que vous êtes sur l'open source ou sur un outil propriétaire, le coût peut passer de rien à tout. Je prends un exemple très concret. Sur l'open source,
dans votre envoi de projet, ce sera 0. Si vous prenez UiPath en termes de licence, ça va être aux alentours des 10 000 euros annuels, le coût de licence. Donc, on voit bien là que, en fonction des outils, le coût des licences change drastiquement. Ouais. Donc ça, c'est pour le premier poste, les licences. Mais un projet de Smart Automation, c'est pas uniquement des licences, c'est aussi une implémentation. Celle-ci a un coût. En termes de fourchette, sur l'enveloppe globale du projet, c'est entre 30 et 50% du coût du projet. D'accord. Et à ça, il faut ajouter des coûts éventuels de formation et de maintenance. D'accord. Donc ça, c'est pour donner un aperçu de ce qu'est l'enveloppe budget d'un projet Smart Automation. Et sur ça, il faut ajouter, il faut faire attention à un point dont qu'on a tendance à omettre. C'est l'aspect coût caché. Je prends un exemple très concret pour illustrer ce propos, c'est finalement tout ce qui va être lié à l'infrastructure. Et j'en reviens encore une fois à l'importance d'avoir l'IT très tôt dans le projet. Vous pouvez avoir des coûts liés à des développements d'API qui n'étaient pas prévus pour interconnecter des systèmes. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ça peut être aussi des coûts liés à des machines virtuelles. Et puisque la Smart Automation, c'est aussi finalement l'interaction avec les grands modèles de langage, les LLM, et il faut avoir en tête de chiffrer le coût d'usage de ces LLM. D'accord. Donc voilà, en termes de coûts cachés, après il y en a d'autres, mais c'est un sujet qu'il faut garder à l'esprit. Oui, de ce que tu disais, d'où l'importance de faire rentrer l'IT dans le projet pour pouvoir être à même de voir techniquement ce qui va avoir un impact en termes de coût. Oui, parce qu'ils ont un rôle à jouer sur ces aspects-là, mais ils vont avoir un rôle également sur de conseil et d'audit. De conseils sur tous les aspects de sécurité, de droit et d'habilitation. Bien sûr. Donc, ils sont incontournables. Ils sont incontournables. Concrètement, combien ça coûte? On parlait tout à l'heure d'un projet de Smart Automation. Oui, on est toujours sur le même exemple de projet simple. Classique. Classique. Un processus simple. Celui qui dure entre 6 et 8 semaines. Il faut compter en fourchette 8 à 10 K euros. D'accord. Ok, donc ça permet d'avoir une vision claire de ce que ça peut coûter. Oui. On parlait des licences. Il y a énormément d'outils qui existent. Alors, on parle d'automatisation, tu expliqué effectivement pourquoi on parle d'automatisation là dans le sujet. Et parmi tous ces outils-là, en fait, tu les as classés en fonction de leur accessibilité quelque part. Oui. Alors, finalement, l'écosystème de la Smart Automation, il se compose évidemment des outils d'RPA. Oui. Et auquel on va ajouter nos LLM. Donc, ça peut être OpenAI, ça va être Mistral, ça peut être Claude. Pour vous donner finalement un tour d'horizon de ces outils, on les a classés en 3 catégories d'outils. Ouais. La première catégorie, Enterprise, dans laquelle on va retrouver des outils comme UiPath, le leader du marché du RPA. On a Automation Anywhere, on a Blueprint. On retrouve aussi Microsoft pour Automate. Donc ça, c'est pour les outils qualifiés d'Enterprise. D'accord. Ensuite, on va retrouver une autre catégorie d'outils qu'on va qualifier de low-code, no-code, au sein de laquelle on va retrouver Zapier, on va retrouver N8N, on va retrouver Make également. Ce sont des outils qui ont un intérêt, c'est qu'ils ils ont une prise en main qui est relativement simple. Pas besoin d'être très technique pour les appréhender. Donc, ça a un intérêt pour un métier qui veut s'acculturer, tester des choses. Donc, c'est là finalement l'intérêt de ce type d'outil.
Et enfin, on va retrouver des outils open source. D'accord. Au sein desquels on va retrouver Python, on va retrouver Robocorp et Past comme solution. Comment est-ce que, voilà, il y a énormément de logos à cette slide-là, comment est-ce qu'on choisit le bon outil? Alors, la première façon de faire, déjà, c'est de regarder ce qu'on a en interne. Oui. Je dis ça parce qu'on est parfois confronté, finalement, en clientèle, à des cas où nos clients ont déjà des outils sans le savoir, entre guillemets. Il y a un cas particulier qui illustre ça, c'est Microsoft. Quand vous avez Dynamics 365, vous avez Power Automate, vous avez les licences Power Automate. Déjà un petit morceau d'outils, enfin même un gros morceau d'outils. Vous avez les licences Power Automate. Okay. Donc, premier cas de figure, ça peut être ça. Ensuite, quand on n'est pas dans ce cas-là, ce qu'il faut regarder, c'est la couverture fonctionnelle. On regarde ce qu'on souhaite finalement réaliser tout à fait. En termes d'automatisation. Et on regarde ce que l'outil, lui, il embarque en termes de fonctionnalité, et on regarde la couverture fonctionnelle entre les deux. Ok, d'accord. Ok. Ça veut aussi dire, encore une fois là, que l'IT a un rôle essentiel dans le projet, puisque c'est elle qui va pouvoir aussi dire de quoi on dispose en termes d'outils, et finalement ce qui potentiellement est déjà inclus dans nos solutions. Oui. Alors, en effet, ça peut être l'IT sur le premier cas que je prenais, que j'ai pris concernant Microsoft. Typiquement, l'IT, oui, saura dire, dans ce cas présent, si les licences sont embarquées ou non. Donc là, pour ce qui est de Microsoft Dynamics 365, c'est le cas. Après, pareil, l'IT aura son rôle à jouer pour le choix de l'outil, pour tout un tas sur tout un tas de critères. Encore une fois, les critères de sécurité. Bien sûr. Les critères d'infrastructure aussi, selon la manière dont l'outil fonctionne. Soit finalement c'est quelque chose qui va être hébergé, soit c'est quelque chose qui sera dans le cloud. Donc forcément, un moment ou un autre, l'informatique du client doit être sollicité et impliqué. Tout à fait. On parlait de cas d'usage. Alors justement, l'idée là maintenant, c'est de regarder un petit peu concrètement ce que ça veut dire dans les process de clients et potentiellement des auditeurs de ce webinaire, ce que ça veut dire sur les différents métiers que tu peux avoir, que tu as eu à accompagner. On a identifié trois cas d'usage et opportunités, parce que c'est ce que on va regarder finalement pour chacun de ces secteurs et les opportunités qui sont identifiées. Le premier, c'est le secteur de la santé. Oui. Alors, sur ce premier cas, et du reste pour l'ensemble des cas également, l'idée c'est que la Smart Automation, en termes de promesses, ça permet finalement de gérer des cas un peu particuliers, les cas dans lesquels on a des données non structurées, les process où on va manipuler, dans lesquels on va manipuler des données non structurées, et également des process dans lesquels il y a des arbres de décision qui sont un peu complexes. Donc, ça, c'est la promesse que porte la Smart Automation. Pour en revenir aux cas et aux opportunités qu'on a identifiées, dans le secteur de la santé, il y a le traitement des dossiers patients. Parce que on est sur de la donnée non structurée. Chaque dossier patient est différent. Et là, l'idée, c'est que la Smart Automation permette finalement de traiter ces dossiers. Et en termes de retour sur investissement, on est sur un gain de temps de 50%. Ok, qui est conséquent. Oui. Gain de temps, et j'imagine gain aussi en termes de qualité des données, de sécurisation des données. Oui, parce que dans un cas d'usage comme le traitement de dossiers patients, dans le secteur de la santé, il y a une notion de RGPD, une notion de sécurisation des données. Il y a des sujets qui sont liés à la sécurité des données.
ça permet finalement ça permet deux choses, la Smart Automation: gagner du temps sur le temps de traitement et également sécuriser les données et garantir la qualité des données sur les dossiers de patients. Ouais. Okay. Le deuxième cas d'usage, c'est le retail. Oui. Le deuxième cas d'usage, du coup, qu'on a identifié, donc c'est un enjeu business dans le retail qui est de finalement pas se retrouver avec des rayons vides. Oui. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Donc, on utilise la Smart Automation pour aller glaner au sein du SI toutes les informations qui vont permettre de réaliser le réassort. Le réassort, donc, c'est s'assurer que les commandes soient passées au bon moment pour ne jamais se retrouver dans une situation où les rayons sont vides, en sachant que un rayon vide, une absence de produit dans un rayon dans le retail, c'est entre 5 et 10% de chiffre d'affaires. Le manque à gagner lié finalement au rayon vide, aux ruptures de stock, c'est entre 5 et 10% du chiffre d'affaires. Ce qui est très conséquent. Et donc, c'est fondamental, effectivement. Donc, s'il y a un enjeu, l'idée, c'est qu'il y a forcément, il y a un enjeu, c'est un vrai enjeu business. Tout à fait. Parce que finalement, ça crée de l'insatisfaction. C'est un manque à gagner et ça crée de l'insatisfaction client. Oui, alors, deuxième effet qui se peut. Et le troisième cas d'usage et d'opportunité, c'est le service client. Oui, alors là, l'idée, c'est finalement de gérer des réclamations en utilisant finalement le traitement du langage naturel. Ouais. Donc, ça veut dire que, Caroline, tu as une réclamation client, enfin, tu portes une réclamation. Donc, tu vas aller vers ton fournisseur d'accès, ou ça peut être peu importe l'exemple, mais tu vas formuler ta réclamation par mail ou par chat. On va dire que c'est par mail. Et derrière, la Smart Automation va traiter ta réclamation et t'apporter une réponse. Elle va la lire. Elle va la lire, la prise en compte du langage naturel, lire, et avec un entraînement de nos modèles, on va pouvoir t'apporter une réponse. D'accord, elle me répond toute seule. C'est ça. Ça, on va pouvoir le faire dans un périmètre qu'on va définir. Donc, finalement, on va traiter le niveau 1 de réclamation, voire niveau 2. D'accord. Et pour des réclamations plus compliquées, on ira, elles seront traitées par les équipes qui sont dédiées à ça. Ok, d'accord. Là, le ROI, comment est-ce que tu on gagne 80% de temps gagné sur le traitement d'une réclamation. D'accord. Donc, c'est autant de temps réel, oui. Oui, c'est ça. Non, finalement, l'enjeu, et c'est ce qu'on voulait mettre en exergue avec tous ces cas, c'est que finalement, la Smart Automation, ça change les modes de travail. L'idée étant d'apporter des gains de productivité, de temps gagné, pour pouvoir les réallouer derrière sur d'autres fonctions et d'autres types de services. D'accord. En tout cas, c'est ce que nos clients aujourd'hui portent comme attente. Gain de temps. Gain de temps, finalement, gain aussi de l'ordre de la fiabilité des données. Qualité des données, fiabilité des données. Ouais. Qui sont les deux grands moteurs d'orientation vers la Smart Automation, quand on parle d'optimisation des processus. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est les deux, finalement, quand on reprend nos acteurs, le sponsor d'un projet Smart Automation, tu te souviens, côté client, lui, ce qu'il va regarder, c'est ça. C'est ses gains en termes de qualité de données et gains de productivité, pardon. Ok. On a bouclé la boucle. On est revenu à notre point de départ. On arrive à la conclusion de ce webinaire. Est-ce que tu as des questions? Oui, en fait, la question que j'avais, parce qu'effectivement, on a vu
a été identifié effectivement comment est-ce qu'on lançait un projet, comment est-ce qu'on choisissait le processus, qui on mettait autour de la table, comment on choisissait l'outil, là où il fallait avoir un point d'attention particulier, la nécessité de mettre l'IT autour de la table, très rapidement. Moi, la question que j'avais, c'est beaucoup mieux. La question que j'avais, c'est est-ce que dans ta pratique, tu as déjà été confronté à des cas où finalement ton projet de Smart Automation n'a pas donné les fruits escomptés ou finalement on n'a pas allé jusqu'au bout de l'exercice? Alors, non, pas alors, on n'a jamais été confronté à ce type de cas. Parce que finalement, en amont, sur les projets sur lesquels on est quand même intervenu, on avait bien défini les attentes et elles étaient au bon niveau. Mais en revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'on a plus souvent eu finalement des projets qui, au départ, n'étaient pas forcément bien cadrés. Ce que j'entends par bien cadré, c'est toujours, tu te souviens, quand on parlait du choix du process, et c'est souvent sur ces aspects-là que voilà, ça peut pêcher, et on a pu se retrouver sur certains projets avec pas forcément les bons cas d'usage. D'accord. Donc l'idée là, c'est d'être quand même assez convaincant et force de proposition vis-à-vis de nos clients pour les aider à choisir les bons cas d'usage. D'accord. C'est souvent ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir finalement beaucoup de choses, beaucoup de cas qu'on a envie d'adresser. Et l'idée, c'est de choisir les bons. Alors, on aura l'occasion de parler de ces cas. Oui, bien sûr. Parce qu'on va se reparler le 3 avril. Là, on reverra à l'aune d'un cas pratique ces différentes étapes pour aborder les choses trappes, les points d'attention et pouvoir être le plus concret possible dans cette approche. Pour les auditeurs qui nous ont rejoints aujourd'hui, on met en téléchargement un article sur la plateforme Wikio et qui va reprendre ce que l'on s'est dit aujourd'hui et qui servira finalement de trame pour notre prochain échange. Yvon, merci beaucoup. Merci Carly. Et on vous dit au 3 avril prochain pour un nouveau webinaire avec Adjuvant. Merci. Merci à tous.